chère présidente, chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditoires. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce fameux dicton nous enseigne qu'il est toujours possible d'entrevoir du positif à travers du négatif. Ce n'est pas faire preuve de manichéisme que d'affirmer qu'il n'y a pas de bien sans mal, pas de bonheur sans malheur, pas de justice sans injustice. Celui qui s'obstinera à plaider le contraire ne peut être qualifié que d'utopiste, totalement déconnecté de la réalité et prisonnier d'une pensée moraliste. Notre monde a supporté, supporte encore et supportera toujours l'injustice, quoi que fassent et quoi qu'en pensent les idéologues. Alors peut-on vivre heureux dans l'injustice? Notre rigueur intellectuelle nous impose ici de définir les trois vocables qui composent ce sujet. Tout d'abord, vivre. Vivre signifie ici passer du temps. Ensuite, être heureux. Être heureux renvoie à la notion de bonheur. Ceux qui supportent mes plaidoiries depuis un petit moment savent que je suis attaché à la vision aristotélicienne du bonheur, c'est-à-dire un état de paix, corporel et spirituel. Être heureux, c'est être en paix. Enfin, pourquoi changer de référence lorsqu'elle nous sied? Dit Aristote de l'injustice. Je cite, « Il n'y a pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales. » Ce qu'il veut dire, c'est que tout mettre sur un même pied d'égalité en faisant fi des différences est injuste. À circonstances exceptionnelles, cher jury, il faut un traitement exceptionnel. Par exemple, les règles de droit pénal diffèrent en fonction de l'âge du délinquant. On ne sanctionne pas un mineur de la même façon qu'un majeur. En outre, un mineur délinquant est un mineur en danger. L'injustice est donc la rupture de l'équilibre entre plusieurs situations. Par conséquent, la problématique qui nous est posée est de savoir si une personne peut demeurer en paix, nonobstant les déséquilibres qui l'entourent, qu'elle en soit ou non à l'origine. Je conçois que ces propos peuvent vous paraître particulièrement abstraits. C'est la raison pour laquelle je vais dès à présent les illustrer. Parmi les nombreuses personnes qui ont vécu dans l'injustice, j'ai deux Mandela réponse à Nelson. Tout le monde n'a pas compris. Cet homme qui a milité pour faire disparaître les déséquilibres omniprésents dans son pays a été sanctionné différemment d'autres prisonniers. Parce que non seulement il était noir, et il avait le culot d'être un rebelle. L'un des traitements qui lui était réservé consistait à lui faire creuser un trou, le faire descendre à l'intérieur, lui uriner dessus et le lui faire reboucher. Pourtant, durant son incarcération, cet homme m'a dit, il m'a dit qu'il a connu les joies de l'autodidactisme. L'éducation l'a renforcé et l'a motivé. Lui-même écrira les vers suivants. Dans la nuit qui m'environne, dans les ténèbres qui m'enserrent, je loue les dieux qui me donnent l'âme à la fois noble et fière. Il ajouta qu'il ne connaîtrait jamais la peur. J'ai conscience que ça peut paraître étrange pour un jeune public occidental dont la seule entrave à la liberté consiste à se lever tôt le matin pour arriver de bonne heure à l'école. Mais oui, Nelson Mandela était heureux de pouvoir lutter contre les inégalités. Sa paix intérieure coexistait avec l'injustice qui l'entourait. Ainsi, dans un premier temps, je vais vous démontrer plus en détail que les notions de bonheur et d'injustice ne sont pas incompatibles. Puis dans un second temps, nous verrons même que le bonheur et l'injustice ne peuvent exister l'un sans l'autre. Pour pouvoir démontrer qu'on peut vivre heureux dans l'injustice, il suffit qu'il existe un seul et unique exemple pour que la généralité soit vraie. Dans mon introduction, je vous ai donné l'exemple d'une victime, entre guillemets. Pourtant, ce n'était pas l'exemple le plus éloquent. Qui peut être plus heureux dans l'injustice que le délinquant qui échappe à la peine consécutive à son acte? L'un des mécanismes juridiques majeurs que vous ne connaissez que trop bien, cher jury, est la prescription. D'ailleurs, c'est
c'est un sujet d'actualité. Avec la loi du 27 février 2017, beaucoup de cols blancs ne passeront pas à la machine. Un délinquant qui n'est pas jugé en raison de la prescription de l'action publique est un délinquant qui rompt l'équilibre de la société. En effet, imaginons deux individus qui commettent la même infraction en même temps. Les deux sont poursuivis par le ministère public, Monsieur Gosselin. Les deux sont poursuivis par le ministère public et sont condamnés en première instance. L'un interjette appel uniquement sur le volet civil et l'autre sur les deux volets, civil et pénal. Or, l'avocat du second soulève la prescription sur le plan pénal. L'autre ne le peut pas. La cour d'appel relate le second en raison de la prescription, mais pas le premier. Par conséquent, il y a une rupture de l'équilibre entre deux situations à l'origine similaires. Le délinquant qui a bénéficié de la prescription vit donc dans l'injustice. Il ne craint plus aucune poursuite pour l'infraction qu'il a pourtant commise. Par conséquent, il vit en paix. Mais j'entends déjà la naïveté de certaines personnes s'exprimer à leur place et me rétorquer: que faites-vous des remords, monsieur le gars? Les remords du délinquant? Et je répondrai que vous ne me ferez jamais croire, jamais, que tous les délinquants, qu'ils échappent ou non à leur peine, éprouvent des remords. D'ailleurs, la plupart des délinquants préfèrent substituer aux remords la faute de la société, la méchante société qui les a abandonnés. Alors les remords, à d'autres. Il existe d'autres exemples de coexistence du bonheur avec l'injustice. Et ce n'est pas M. Polanski qui nous dira le contraire. Ce n'est pas tout d'être poursuivi pour la commission d'une infraction ou que la peine soit prononcée. Encore faut-il qu'elle soit exécutée. Comme quoi, c'est lamentable, comme dirait Gérard Titi, mais la pédophilie peut mener à la présidence des Césars. Grâce à un éclair de génie, il refusa, sachant qu'il aurait été pointé à son tour, et du doigt, cette fois, par M. Belmondo. Prenons l'exemple de certains auteurs de crimes contre l'humanité, qui se sont réfugiés en Amérique du Sud pour échapper à cette justice. Et j'ai ouï dire reconvertis dans l'industrie du biscuit avec leur célèbre slogan « Aïe, Pepito ». C'est des oui-dire, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai jamais laissé les biscuits. Plus généralement, l'injustice profitera toujours à quelqu'un. Si l'injustice n'était pas bénéfique, il n'y aurait pas autant de délinquance dans le monde. Alors, j'ai conscience que ce que je vous ai écrit est effrayant, j'en ai conscience. Mais n'oubliez pas, cher Julie, que la vérité est la vérité, sans qu'il soit indispensable que celle-ci soit bonne à entendre. Ce n'est pas parce que ça ne vous plaît pas que c'est faux. En revanche, ce que vous pourriez m'objecter, c'est qu'un délinquant qui profite de l'injustice ne vit pas dans le bonheur, mais dans le plaisir. C'est intéressant. La différence entre ces deux notions réside dans le caractère superfétatoire du plaisir par opposition au bonheur qui, lui, est constant. Or, un délinquant qui échappe à sa peine n'a a priori plus de raison de la craindre. Celle-ci est derrière lui et il ne la subit plus au quotidien. Par conséquent, son état de tranquillité est permanent. Il vit donc bien dans le bonheur et non dans le plaisir. D'aucuns me diront que j'exclus la victime de mon raisonnement. Et me diront que cette victime est malheureuse car elle vit dans l'injustice. Ce à quoi je répondrai très simplement que le sujet n'est pas la victime peut-elle vivre heureuse dans l'injustice, mais peut-on vivre heureux dans l'injustice? Si un délinquant, aussi déplaisant à entendre que cela puisse paraître, peut vivre heureux dans l'injustice, alors cela signifie que de manière générale, on peut vivre heureux dans l'injustice. De surcroît, je précise que la coexistence du bonheur et de l'injustice est inéluctable, ce qui fait l'objet de la seconde partie. Le pragmatisme nous impose d'observer le monde tel qu'il est, pourquoi pas, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. L'équilibre vertueux défendu par Aristote se retrouve également dans la philosophie chinoise qui a mis ce principe en exergue avec la théorie du yin et du yang. En application de ce paradigme, les opposés sont également complémentaires. Il ne peut y avoir de Philippe Noiret sans vieux fusil, de bien sans mal,
de ciel sans sol, d'homme sans femme, de feu sans eau, d'etc. Sans etc. Vouloir proscrire un élément revient à supprimer son opposé concomitamment. Or, affirmer qu'on ne peut pas être heureux dans l'injustice signifie qu'on ne peut pas être heureux dans notre monde. En effet, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, l'injustice sera toujours présente dans notre monde. On ne peut pas l'éradiquer totalement. On ne peut que tenter de la restreindre, de la limiter, de l'oublier. Par conséquent, comme l'injustice s'imposera à nous, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille, nous ne pourrons jamais être heureux dans ce monde si on estime que ces deux notions sont antinomiques. Quelle vision pessimiste et effrayante que celle-là! Dans notre monde, et en application du principe précédemment énoncé, s'il y a de la justice, il y a impérativement de l'injustice. Ainsi, la thèse qui sera défendue par mon contradicteur est paradoxale. S'il ne peut pas y avoir de bonheur dans notre monde, du fait qu'il y aura toujours de l'injustice, cela signifie qu'il ne peut pas y avoir non plus de malheur, puisque tout va de pair. Nous ne pouvons ni être heureux ni malheureux dans un monde où il n'y a ni justice ni injustice. En désirant être l'apôtre du vivant, mon contradicteur ouvre la porte du néant. Pour étayer ce que je viens d'exposer, je vais reprendre la théorie nietzschéenne du crépuscule des idoles. Avant d'aller plus loin, je demande à tous les bobos moralistes de la salle de se boucher les oreilles afin de préserver la virginité de leur innocence. Selon ces tantécristes, si tenté qu'il est résiste, la morale est une antinature, puisqu'elle fait fi d'une réalité dans laquelle l'injustice, le mal, le sombre font partie de l'humanité. Les moralistes n'ont pas conscience que les valeurs qu'ils aiment tant défendre ne peuvent exister sans leur contraire. Prenons l'exemple des héros. De ceux qui vont au secours de la veuve et de l'orphelin au péril de leur vie. D'aucuns ne se sont même pas interrogés sur l'environnement de ces héros. Et je vais peut-être leur apprendre une terrible nouvelle, mais il n'y a pas de héros sans catastrophe, sans misère, sans oppression, sans crime, sans injustice. Aussi négatives que puissent être ces notions, elles sont indispensables à la réalisation d'un acte positif. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de bonheur sans injustice. Alors vous allez probablement me dire que j'exagère, que même si le bonheur et l'injustice peuvent coexister, il est excessif d'affirmer qu'ils sont complémentaires quand même. Car vivre dans l'injustice vous permet justement de relativiser, de prendre du recul et de ne pas emprisonner votre esprit dans un paradis artificiel. C'est parce qu'on sait que quelque part dans le monde, des enfants meurent à cause de la faim, des enfants meurent à cause des guerres, que la punition qui nous a été infligée à l'école à cause du véritable coupable n'est pas si grave. Vivre dans l'injustice nous permet de dédramatiser nos maux quotidiens, de ces petits malheurs qui nous harassent, nos succombres et poussières, et progressivement, nous les ignorons. Nous mettons de côté nos sentiments négatifs pour laisser la paix s'instaurer dans notre esprit. Chers jurés, montons dans le train de l'oubli, guidés par la voie ferrée de Léo, et rappelons-nous qu'avec le temps va, tout s'en va. Nous sommes alors heureux en vivant pourtant dans un monde rempli d'injustice. Pour conclure, je dirais même que la vie n'est qu'injustice. Si tel n'était pas le cas, nous serions au paradis. Notre monde est injuste et c'est d'ailleurs la raison qui nous pousse à vouloir le changer. C'est notre leitmotiv. Si le monde était parfait, pur, juste, il serait ennuyeux ce monde. Il serait ennuyeux. Et nous n'aurions rien à faire qu'à penser à la mort. De quelle place dispose le bonheur dans un tel monde dépourvu de challenge? L'injustice universelle et omniprésente est par conséquent à l'origine de ce qui nous caractérise le mieux, l'évolution. Je vous le dis haut et fort, chers jurés, soyez heureux de vivre dans un monde injuste, car c'est une chance. Merci.
judiciaire par Monsieur le Président de la République a bien évidemment attisé l'ire de Jean-Claude Marin et Bertrand Louvet. En effet, ceux-ci se sont dit humiliés par de tels propos. Vivaient-ils heureux dans l'injustice? Peut-on être heureux humilié? Vous savez tous que non. Mais pourtant, ils auraient pu faire un petit effort. Car oui, du petit poids de Nicolas Sarkozy à la lâcheté de François Hollande, l'institution judiciaire a bel et bien connu une promotion. Les magistrats ne sont plus des légumes. Il y avait donc de quoi se réjouir, mesdames et messieurs, et l'histoire aurait pu se terminer par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mais non. Non. Cette hypothèse paraît même totalement absurde. Cette hypothèse est absurde. Et c'est pourtant ce que défend mon contradicteur depuis un quart d'heure. C'est pourquoi, lorsque l'on me demande si l'on peut vivre heureux dans l'injustice, j'affirme avec conviction que non. L'homme est un animal de raison, mais il est également un animal de passion. Et c'est grâce à cela que jamais il ne pourra vivre heureux dans l'injustice. C'est grâce à cela qu'il sera perpétuellement en quête de justice. Mais avant de débuter mon blâme de l'injustice, j'aimerais vous présenter deux hommes, deux histoires, deux injustices. Jean Rey était un commerçant prospère du XIVe siècle. Tout allait bien pour lui, il commerçait son petit grain, jusqu'au jour où il fut accusé d'arnaquer ses clients. Il fut alors condamné à mort par pendaison et à rester suspendu jusqu'à ce que la pourriture le détache ou qu'il soit dévoré par les charognards. Le problème, cher jury, c'est qu'il a été victime d'une terrible injustice. Des concurrents jaloux avaient comploté contre lui pour s'en débarrasser. Mais comment peut-on vivre heureux dans l'injustice, lorsque celle-ci ne nous permet pas de vivre? Comment peut-on vivre heureux quand on est mort? C'est quand même pas facile. Le second homme est Roland Agré. Lui fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle en 1970, mais il a toujours clamé son innocence. Et afin d'obtenir sa grâce, la révision de son procès et l'indemnisation de ses 7 années d'emprisonnement, il est allé jusqu'à faire une grève de la faim de plus d'1 an, se couper 2 doigts, avaler des manches de fourchette et se tirer littéralement une balle dans le pied. Comment peut-on dire que l'on peut vivre heureux de l'injustice, lorsque celle-ci vous cause un désespoir tel que même votre vie vous paraît dérisoire face à votre soif de justice? C'est impossible. Ces deux hommes, comme des milliers d'autres dans l'histoire, ne pouvaient pas vivre heureux dans l'injustice, soit parce qu'ils étaient morts, soit parce que l'affect de l'injustice était trop fort pour laisser une place au bonheur. Et c'est pourquoi je souhaite aujourd'hui m'ériger en rempart face à cette adversité redoutable, naïve et bisounoursesque, selon laquelle même dans l'injustice nous pourrions vivre heureux. Je tâcherai de vous persuader qu'une fois de plus j'ai raison, en démontrant que tout d'abord notre langue, ensuite notre liberté, et enfin notre humanité s'opposent à ce que l'on vive heureux dans l'injustice, et donc que la justice est une condition nécessaire au bonheur. Selon Confucius, lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Et parce que je tiens à ma liberté, et que je tiens également à la vôtre, je vais donc m'attarder sur le sens de ces mots, qui sont ici primordiaux. Selon le Littré, être heureux, c'est jouir du bonheur, tandis que le bonheur est un état de pleine satisfaction et de jouissance. Je ne vous parle pas ici de contentement, de joie ou de satisfaction, non, je vous parle de pleine satisfaction. Je ne vous parle pas de réjouissance, mais bien de jouissance, c'est-à-dire que tout va pour le mieux. La vie est un rêve éveillé, on ne pourrait souhaiter mieux, tout simplement. La justice, quant à elle, est définie par Diderot comme étant entre l'excès de clémence et la cruauté. A contrario, l'injustice est ce sentiment qui apparaît face à cet excès de clémence et face à cette cruauté qui circonscrit la justice. Mais on s'aperçoit ici clairement que bonheur et injustice sont incompatibles. On ne peut pas vivre à la fois pleinement satisfait dans la cruauté ou dans la clémence excessive, c'est impossible. 2 exemples pour l'illustrer. L'une des plus grandes injustices et l'une des plus grandes cruautés de l'histoire est probablement la politique antisémite nazie. Mais qui pourrait avoir l'audace de dire que malgré cette injustice, les Juifs sous ce régime pouvaient vivre heureux, qu'ils étaient pleinement satisfaits de leur sort, alors
qu'ils étaient contraints soit de fuir, soit de vivre terrés, terrorisés à l'idée de pouvoir être capturés. Qui pourrait dire que les détenus des camps, malgré toute cette injustice, pouvaient tout de même être heureux parce que l'Allemagne, dans sa grande bonté, leur offrait le gîte et le couvert? Personne ne pourrait dire cela. Ce serait totalement faux, en plus d'être indécent. L'autre grande injustice de l'histoire, elle concerne les femmes. Hier encore, c'était la journée internationale des droits de la femme, je me devais donc d'en parler aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, elles sont traitées comme des sous-hommes. Mais aujourd'hui, enfin, on lutte face à cette injustice. On écrit des lois, on fait des beaux textes. Mais ça continue. Leur salaire est toujours bien plus bas que celui des hommes. Quand on regarde le CAC 40, on se demande où sont les femmes. On sait tout ça. Mais on ferme les yeux, on dit c'est mal. On reste excessivement clément face à ce sexisme ambiant. La cruauté et l'excès de clémence sont donc bel et bien caractéristiques de l'injustice. Alors faisons preuve d'honnêteté intellectuelle, au moins une fois dans notre vie. Et admettons que le bonheur et l'injustice sont purement et simplement incompatibles. Dire que l'on peut vivre heureux dans l'injustice, c'est violer la langue française et c'est ignorer le sens des mots. Mais on ne vit pas dans l'Océania orwellien de 1984. Aujourd'hui, les mots ont un sens, une importance. Et il est de notre devoir de le respecter et de revendiquer cette richesse sémantique qui est la nôtre. Mais comme l'a si bien dit Marcel Aimé, la justice n'est pas qu'un mot, c'est une exigence qui vient du cœur. C'est pourquoi je vous le dis, cher public, la justice et par conséquent l'injustice sont comme tous les autres sentiments. Ce sont des conceptions purement personnelles. Certains aimeront la demoiselle Labosse, d'autres celle-ci, d'autres aimeront Monsieur Roy. De la même manière que certains verront une justice ici, quand d'autres y verront une injustice. C'est là l'expression première de notre liberté. Liberté qualifiée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme un droit naturel et imprescriptible. Nul n'a le droit et nul ne peut nous dire à notre place ce qui est juste et ce qui est injuste. Ferré disait que la liberté de penser est absolue ou elle n'est pas, et c'est pourquoi nous sommes libres de décider en notre âme et conscience des valeurs qui nous importent, des valeurs qui dirigent nos vies, la liberté, l'égalité, la solidarité, l'amour, l'amitié, la vie privée, la foi, que sais-je encore. Chacun déterminera quelles sont ses valeurs cardinales, et c'est pourquoi nous ne pourrons pas être heureux dans l'injustice. Parce que celle-ci frappe de plein fouet ces valeurs que nous avons nous-mêmes choisies, ces valeurs que nous estimons par-dessus tout. Cette injustice nous frappe tout simplement en plein cœur. Mais au lieu de nous frapper de la flèche de l'amour, tel un petit Cupidon, l'injustice nous frappe de la flèche de l'indignation. Or, l'indignation, ce sentiment de colère et de mépris, selon le Littré, ne peut laisser aucune place au bonheur. Ou alors, je suis curieux de savoir à quoi ressemble une indignation heureuse, une colère heureuse. Je suis curieux. Cette personnalité de l'injustice s'observe parfaitement dans le célèbre cas de Jacqueline Sauvage, qui sera une sorte de fil rouge. Certains y voient une injustice en sa condamnation, car c'est une femme battue qui a enduré le pire et qui un jour a craqué. Certes, elle a tué son époux, mais c'était uniquement pour préserver sa vie, et il est donc injuste qu'elle soit condamnée dans telles circonstances. Mais pour d'autres, c'est dans sa grâce que se trouve l'injustice, car elle a tiré 3 fois, avec un fusil, dans le dos de son époux, puis a été condamnée successivement par 2 jurys populaires qui représentent le peuple français. Il est donc injuste de gracier une femme reconnue coupable de meurtre par le peuple souverain. Cette liberté dont nous jouissons, et plus précisément notre liberté de penser, est ce qui nous permet de décider de qui nous sommes, de ce que nous voulons défendre, de notre raison de vivre. Celle-ci étant dirigée parce que l'on considère la justice, c'est la justice qui décide de notre chemin de vie. On essaye de ne pas en dévier. Alors mon contradicteur pourra dire tout ce qu'il veut, mais jamais il n'aura notre liberté de penser, comme Florent Pagny. Jamais vous ne pourrez décider pour nous de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Et c'est pourquoi l'injustice s'attaquera toujours à notre volonté. Niez-le, mesdames et messieurs, niez-le, chers contradicteurs, et vous aurez le sang de la liberté sur les mains. Selon Georges Bataille, le cœur humain est humain dans la mesure où il se révolte. Le bonheur n'aura donc aucune place dans l'injustice, car notre humanité
au travers de nos passions, à travers de nos sentiments, nous pousse à lutter, à nous révolter contre l'injustice qui nous blesse et qui heurte ce que nous considérons comme étant l'ordre normal des choses. Et c'est pourquoi l'affaire Jacqueline Sauvage a fait tant de bruit. L'injustice qui la caractérise portait les germes de cette révolte de l'esprit héritière de la philosophie des Lumières et a fait jaillir les passions qui bouillonnaient au plus profond de nous. Une partie du peuple s'est indignée de cette condamnation. Et elle s'est révoltée, les manifestations ont eu lieu, des pétitions ont été écrites et signées. Et une fois que cette grâce a eu lieu, une autre partie s'est indignée de cette grâce, contre la volonté des jurys populaires, mais surtout contre la volonté des magistrats. Alors certes, les premiers furent heureux lors de la grâce et les seconds lors de la condamnation, mais pour eux, ils ne vivaient alors pas dans l'injustice, puisqu'ils considéraient cela juste. Ils étaient donc non pas heureux dans l'injustice, mais bien heureux dans la justice. L'homme est tel un taureau dans l'arène du monde, mesdames et messieurs. Lorsque l'injustice vient agiter le chiffon rouge, il ne peut que répliquer. Et cela explique pourquoi nous ne pouvons résister à nos passions. Cela explique pourquoi celle-ci empêche le bonheur de se frayer un chemin jusque dans notre cœur. Si nous sommes libres de décider de ce qui est injuste et de ce qui est juste à notre regard, nous ne sommes en effet pas libres de répondre à cette injustice. Publius Cyrus disait que pardonner une offense, c'est la porte ouverte à toutes. Si nous laissons une injustice passer, alors d'autres, plus nombreuses et plus grandes encore, arriveront par la suite. Extérioriser nos passions en nous révoltant face à l'injustice nous permet donc de survivre face au flot continu de l'injustice. Cela nous permet de survivre, car vous le savez tous, intérioriser ses passions, intérioriser ses sentiments n'est pas viable sur le long terme. Au bout d'un moment, on sombrera dans la tristesse, le désespoir, la dépassement, quitte à renoncer au bonheur, car il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Et cela ne peut nous rappeler que la sélection naturelle darwinienne, qui ne permet la survie que des individus ayant un avantage sur les autres. Seuls les individus, dont les passions se révoltent immédiatement face à l'injustice, ont pu survivre à travers les âges, car les autres, jugés plus faibles, se sont éteints. On ne peut donc pas être heureux dans l'injustice, car une telle possibilité nous mènerait à notre perte. On ne peut pas vivre heureux dans l'injustice, car celle-ci nous révolte. Et comme l'a dit Henrik Ibsen, le dramaturge norvégien, l'esprit de révolte consiste à exiger le bonheur dans la vie. Mais si on exige le bonheur, c'est qu'on ne veut pas. On ne va pas exiger quelque chose qu'on a déjà. Je vous le demande, mesdames et messieurs, je vous le demande, il est où le bonheur? Il est où? Comment peut-on vivre heureux dans l'injustice? À la réponse qui nous a été posée, peut-on vivre heureux dans l'injustice? La réponse est toujours la même. C'est un non catégorique. Je n'ai pas changé d'avis malgré la brillante plaidoirie de mon adversaire. On ne peut pas vivre heureux dans l'injustice, car bonheur et injustice sont clairement incompatibles. On ne peut pas vivre heureux dans l'injustice, car notre liberté nous permet de déterminer nous-mêmes de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Et nous ne pouvons pas vivre heureux dans l'injustice, car notre humanité nous force à répondre par la révolte à l'injustice que nous avons nous-mêmes désignée. N'oubliez pas Martin Luther King ou Harvey Milk et tous ceux qui sont morts afin de lutter contre les injustices. N'oubliez pas Robert Badinter et Simone Veil qui ont fait de leur vie une lutte contre les injustices. N'oubliez pas Jean Rey, Roland Agré, Jules Durand qui a donné son nom à cet amphi et les milliers d'autres victimes de l'injustice. Dire que l'on peut vivre heureux dans l'injustice, c'est bafouer leur mémoire. Ce n'est pas leur faire honneur. Mon contradicteur tentera de vous convaincre de l'inverse, mais son combat est perdu d'avance. Car l'histoire nous montre chaque jour que l'injustice ne laisse aucune place au bonheur. Car une telle thèse, c'est s'avouer vaincu d'avance face à la difficile épreuve de l'injustice. Et car une telle thèse, c'est se contenter des quelques miettes de joie que l'on daigne nous jeter au travers des grilles de l'injustice. Il est plus que temps que l'homme brise les chaînes de l'hypocrisie et du mensonge pour voir la réalité en face. On ne peut pas vivre heureux dans l'injustice. Il est des mots trop grands pour permettre au bonheur d'être présent. Et l'injustice est l'un d'eux. Soyons justes, tout ce temps que nous sommes, et alors nous pourrons vivre heureux. Car, comme le dit le proverbe persan, on ne cueille pas le fruit du bonheur sur l'arbre de l'injustice.